Perte de poids, déficit calorique, comptage de calories, jeûne. Tu as remarqué peut-être une chose, je n'ai jamais prononcé ces mots sur ma chaîne YouTube, ou du moins pour les dénoncer. Tout simplement parce que ces mots-là ne rentrent pas dans ma vision d'une alimentation revitalisante et santé que je souhaite te partager sur cette chaîne YouTube. Et malgré tous mes efforts depuis 5 ans de création de contenu pour mettre en avant le principe de rééquilibrage alimentaire, j'ai toujours des commentaires de personnes qui sont totalement apeurées et qui peuvent m'écrire ceci, ou bien encore ceci. Je ne vais pas te jeter la pierre car je sais qu'il est difficile aujourd'hui de se dire qu'on va pouvoir allier une alimentation santé qui va nous apporter de l'énergie et avoir du plaisir à chaque repas. Merci la diète culture, merci certains naturopathes, merci certains diététiciens et surtout certains naturopathes un peu trop hygiénistes à mon goût. Il était temps donc de te faire une vidéo pour te partager ma vision de l'alimentation, celle qui pour moi prévient la plupart des maladies modernes et celle qui va t'apporter un maximum d'énergie tout au long de tes journées. Bien sûr, cela reste ma propre vision de l'alimentation et quand une personne vient me voir et qu'elle a déjà un régime alimentaire particulier, que ce soit un régime végétalien, paléo, cétogène, je vais toujours dans le sens de son régime pour lui apporter des conseils individualisés sans lui prôner un mode alimentaire précis qu'elle doit à tout prix adopter. Je suis obligé de commencer cette vidéo par te partager mon approche de l'alimentation qui est à la fois flexitarienne, et je t'expliquerai ce qu'est exactement une alimentation flexitarienne, et je partage à la fois le principe de rééquilibrage alimentaire. J'essaye donc d'allier ces deux grands principes dans chacun de mes contenus et donc de faire résonner ces principes alimentaires dans les différents conseils nutrition que je te partage sur cette chaîne YouTube. Mais si justement ce principe à la fois de rééquilibrage alimentaire et de flexitarisme t'intéresse, j'ai deux rappels pour toi. Le premier, c'est que tu peux souscrire à une formation totalement gratuite d'une semaine où dans chaque module, je te partage les grands principes du rééquilibrage alimentaire, donc notamment comment remplacer les sucres raffinés, comment avoir un plan alimentaire précis sans pour autant exclure les aliments qui vont être source de plaisir, comment diminuer sa consommation de viande sans pour autant être en déficit de calorique. Tout ça, je te le partage dans mon programme Une alimentation saine sans frustration qui est totalement gratuit, donc tu retrouves le lien d'inscription juste en bas. Et je te rappelle également que tout l'été, j'ai ouvert des places de coaching individuel. Donc je peux vous prendre chacun d'entre vous en coaching. J'ai juste limité l'accès à 20 personnes durant tout l'été, donc les places vont partir très rapidement. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mener un formulaire qui est juste en bas, qui prend 5 minutes. En 5 minutes, je suis encore gentil, 2 minutes à être rempli. Tu m'exposes ta problématique, tu me partages un petit peu tes différents problèmes et ensuite je vois si je te rappelle ou pas pour qu'on puisse parler d'un éventuel coaching ensemble. Encore une fois, tu peux postuler juste en bas. Donc le rééquilibrage alimentaire est totalement différent du régime parce que déjà on ne va pas compter les calories et on va faire en sorte d'éliminer certains produits pour aller vers des produits alimentaires beaucoup plus nutritifs et qualitatifs. Ainsi, on peut espérer avoir un léger déficit calorique ou tout simplement pour les personnes qui ne souhaitent pas maigrir, maintenir un niveau calorique adéquat en fonction de nos besoins parce que sans pour autant avoir constamment faim et se tourner vers des aliments qui sont fades et difficiles à consommer. Par exemple, on va remplacer les sucres raffinés par des sucres naturels, on va remplacer les produits laitiers par des produits laitiers au lait cru ou par des alternatives végétales à la même texture, on va remplacer les protéines moins digestes par des protéines plus digestes ou par des légumineuses, on va remplacer les céréales à gluten par des céréales sans gluten ou des céréales à gluten mais beaucoup plus digestes parce que moins transformées génétiquement. L'objectif surtout du rééquilibrage alimentaire, c'est d'exclure une catégorie d'aliments et de ne pas uniquement les exclure mais les remplacer. Et ces catégories d'aliments à exclure, ce sont des aliments qui vont être source de pesticides, source de métaux lourds, qui vont alourdir, voire complètement déséquilibrer la digestion, des aliments qui vont être acidifiants, source d'inflammation, des aliments qui vont être peu denses en minéraux et en vitamines, contrairement à leur antagoniste que l'on va voir justement dans cette vidéo. Maintenant qu'on a vu le principe de rééquilibrage alimentaire, j'applique le rééquilibrage alimentaire à tendance flexitarienne et il est donc important de rappeler quelques points clés de cette alimentation à tendance flexitarienne. Il y a deux visions du flexitarisme. Je dirais qu'il y a une vision du flexitarisme à tendance plutôt végétarienne et dans ce cas-là, la viande est plutôt vue comme un produit rare que l'on va consommer une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. On va pas forcément voir la viande comme un aliment intégrant de son alimentation et donc on va en consommer parfois lorsqu'on va au restaurant, lorsqu'on sait qu'on va avoir un produit qui va être local et ça va vraiment être quelque chose d'assez rare. Et on a une tendance flexitarienne plutôt omnivore où la viande et les poissons font partie intégrante de l'alimentation
l'alimentation, mais en revanche, cette consommation de viande et de poisson est beaucoup plus raisonnée et réduite par rapport aux habitudes passées de la personne. Et je me situe plutôt dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai raisonné ma consommation de viande et de poisson. À l'époque, j'en consommais quasiment tous les jours, et aujourd'hui, je dirais que je consomme peut-être de la viande une fois tous les 15 jours et du poisson 2 à 3 fois par semaine. Donc je me situe plutôt dans cette deuxième catégorie de flexitarisme. Ensuite, pour moi, il y a 3 clés importantes à comprendre dans cette alimentation flexitarienne. Le premier point, c'est que l'on va s'adonner à consommer moins mais mieux. Donc forcément, cela s'applique pour la viande et les poissons, évidemment, mais ça s'applique également de manière générale pour tous les produits, puisque c'est un petit peu l'esprit du flexitarisme de consommer moins mais mieux, c'est-à-dire de payer un produit alimentaire plus cher et du coup de devoir faire l'impasse sur plusieurs petits produits qui vont être beaucoup moins qualitatifs. Donc par exemple, payer plus cher pour une pièce de bœuf et en contrepartie, supprimer de son alimentation tout ce qui va être pâte à tartiner, biscuits. Le deuxième principe, la deuxième clé du flexitarisme, c'est de voir la viande comme un produit rare, que l'on va donc consommer moins mais mieux, donc aller vers de la viande nourrie à l'herbe, plus riche en oméga 3, local, bio de préférence. Et le dernier point, c'est d'adopter son végétarisme. Alors je parle de végétarisme parce que le flexitarisme finalement comprend aussi pas mal de plats végétariens, parfois même végétaliens. C'est adopter son végétarisme en fonction de ses valeurs, donc en fonction de l'intérêt qu'on porte aux conditions animales. Il y a des personnes qui ne voudront pas du tout tuer les animaux, donc forcément il va de pair qu'elles ne voudront plus du tout consommer de produits animaux, ou quand elles en consommeront, elles vont peut-être le faire à contre-cœur. Donc l'adapter en fonction de ses valeurs et l'adapter aussi en fonction de ses besoins nutritionnels, parce que certaines personnes ont besoin de consommer plus de produits animaux que d'autres en fonction de différentes pathologies. Et pour finir, l'adapter en fonction aussi de ses envies gustatives, parce que le principe de l'alimentation que je te prône ici, c'est aussi de prendre beaucoup de plaisir pour ne pas justement tomber dans de la restriction et ne pas développer des troubles alimentaires, de ne pas être tenté de faire un régime, de ne pas être tenté de constamment être focalisé sur les calories. C'est pas du tout l'approche que je partage sur Terrain Bien-être. Qu'est-ce qu'on mange pour être en bonne santé sans être frustré? Nous allons donc voir les 12 principes, je les ai regroupés en différents principes, les 12 principes qui résument ma vision de l'alimentation pour répondre à cette fameuse question, au final, on mange quoi? Pour répondre à tous mes détracteurs qui me disent, mais il n'y a plus qu'à sucer des glaçons, on ne peut plus rien manger, on ne peut plus se faire plaisir. Tu vas voir que ma vision est bien différente de celle-ci. Pour commencer, du poisson et de la viande, mais sans excès, donc bien sûr d'aller vers des sources de poisson et de viande de bonne qualité, de préférence biologique, locale, et surtout nourries à l'herbe pour avoir plus d'oméga 3 que d'oméga 6, et surtout le fait de continuer à consommer des produits animaux de manière générale, mais surtout de la viande et du poisson, on va augmenter la biodisponibilité du fer, de l'iode, de la vitamine B12, des oméga 3 et de la vitamine A, des minéraux et des vitamines qui sont essentiels pour la bonne santé et qui, dans le règne végétal, sont beaucoup plus difficiles à convertir. Je te rappelle que le fer végétal, c'est uniquement 5% qui va être utilisé, alors que dans le fer animal, on est plutôt autour de 20%. Et bien sûr, le fait de consommer plus ou moins de viande va aussi dépendre dans mon approche du terrain en naturopathie. Une personne plutôt lymphatique, donc en naturopathie suivant les profils, et ça j'en reparlerai, une personne plutôt lymphatique ou sanguine, donc des personnes qui ont des os quand même très épais, qui sont assez carrés, aura plutôt tendance à réduire sa consommation de viande et de poisson, et une personne plutôt nerveuse, un petit peu comme moi, plutôt mince, aura plutôt tendance à maintenir quand même une consommation de produits animaux beaucoup plus importante. Et puis bien sûr, comme je le disais, cette consommation de viande et de poisson va dépendre aussi des valeurs de la personne et de son éthique par rapport à la condition animale, bien évidemment. Et ça, pour le coup, nous sommes tous sensibles différemment à la tuerie de certains animaux, aux conditions d'élevage de certains animaux. Tout ça est très variable d'une personne à une autre et je pense qu'il ne faut pas trop porter de jugement sur ce point-là. Le deuxième point va être de remplacer les produits laitiers par des alternatives végétales ou par des produits laitiers bio au lait cru. Les produits laitiers bio, de préférence bio, au lait cru posent beaucoup moins de problèmes que les produits laitiers que l'on retrouve dans le marché qui vont plutôt être stérilisés, puisque tous ces produits déjà, alors il faut savoir que le calcium contenu dans les produits laitiers classiques que tu retrouves dans le commerce n'est absorbé, enfin même dans les produits au lait cru, n'est absorbé qu'à hauteur de 30%, contrairement au calcium des végétaux qui va être absorbé à hauteur de 70%. Autre chose, la caséine, la protéine de lait est très allergisante. Le lactose, donc le sucre du lait, pour lui est souvent très indigeste et beaucoup de personnes en sont intolérantes. Ces produits vont être très riches en oméga 6 inflammatoires notamment. Ils contiennent également des traces d'antibiotiques, de médicaments et également d'hormones de croissance, notamment l'hormone GBH et IGF-1, donc des hormones de croissance. Donc ce que je conseille, c'est soit, tout va dépendre des personnes, moi je sais que les produits laitiers j'ai énormément réduit, je consomme encore un petit peu de fromage, donc notamment fromage de brebis ou de chèvre, je ne consomme plus du tout de lait, j'utilise beaucoup d'alternatives, que ce soit pour le lait ou pour les crèmes, d'alternatives végétales, notamment à base d'amandes ou de coco, pour éviter le soja qui va contenir des œstrogènes, et notamment chez les femmes ça peut poser problème.
problème. Pareil, je consomme plutôt à la place du beurre, je consomme soit du ghee, donc du beurre clarifié ou de l'huile de coco. J'ai remplacé mes yaourts par des yaourts végétaux ou par des yaourts au lait de brebis ou de chèvre bio bien entendu. Et surtout, je conseille aux personnes qui ont plutôt une tendance végétarienne, ou même pour les personnes qui sont totalement végétariennes, de continuer à consommer du fromage de temps en temps pour leur haute teneur en protéines, et surtout d'aller vers des fromages plutôt de chèvre ou de brebis frais, qui vont contenir beaucoup moins d'hormones de croissance et qui seront beaucoup plus digestes. Sinon, d'aller aussi vers des fromages à pâte dure qui vont contenir beaucoup moins de lactose et de caséine. Réduire mais ne pas arrêter le gluten. Alors beaucoup de personnes préconisent de totalement arrêter le gluten et de remplacer le gluten, on va le voir après, mais par des tubercules, des céréales sans gluten comme le quinoa ou le riz basmati. Moi je préconise justement de réduire mais de ne pas totalement arrêter le gluten parce que l'éviction totale du gluten entraîne une diminution des bonnes bactéries et une augmentation de la prolifération de mauvaises bactéries, notamment la bactérie E. coli qui peut être très néfaste pour le système digestif. À savoir que le problème n'est pas toujours le seul en cause, il va y avoir la présence également d'antinutriments, du blé moderne aussi, parce que souvent le problème c'est le blé plutôt que le gluten. Le problème vient surtout du blé moderne qui a été continuellement modifié, qui continue à être modifié génétiquement et dont le corps n'a pas les enzymes nécessaires pour le prédigérer. Cette modification est trop rapide pour notre organisme en quelque sorte. Donc je te conseille tout simplement d'essayer de manger quasiment aucun gluten quand tu es chez toi et de garder le gluten quand tu sors, que tu vas manger en extérieur, parce que ça te permettra d'éviter d'être exclu socialement. Tu pourras te manger une petite pizza ou un plat de pâtes avec tes amis, ça ne te posera aucun problème si tu as réussi tout simplement à réduire le gluten pour avoir un système digestif sain. Tu peux remplacer le pain blanc par du pain naturel au levain, les céréales à gluten par du riz basmati, par du quinoa, par des pommes de terre, par de la patate douce, par de la courge, les pâtes de blé, si tu consommes beaucoup de pâtes, par des pâtes de légumineuses. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de tomber dans le piège du sans gluten et d'aller dans ces fameux rayons en supermarché sans gluten et d'acheter du pain sans gluten, d'acheter des biscuits sans gluten, d'acheter des pâtes sans gluten, parce que c'est bourré de farine, notamment de farine de maïs et de farine très bas de gamme, qui vont justement être très allergisantes pour ton système digestif et pour ton organisme, et qui vont aussi te faire prendre beaucoup de poids, et ce sont aussi des calories totalement vides pour le coup. Je te conseille également de ne pas te limiter sur les glucides. Je sais qu'il y a une forte tendance en France sur l'alimentation cétogène et beaucoup de personnes vont avoir tendance, alors déjà, d'évincer les sucres de manière générale, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour les sucres rapides qui vont être très néfastes, hormis les fruits et le miel, qui pour moi sont intéressants pour la santé. Mais on va aussi, dans cette continuité, avoir envie de supprimer totalement, voire de réduire presque totalement les sources de glucides, donc tout ce qui est riz, tout ce qui est pommes de terre, patates douces, les céréales, etc. et d'aller que sur une alimentation cétogène, voire même les oléagineux pour le coup. Et ça peut poser un énorme problème, notamment pour les personnes qui sont en situation d'épuisement, parce que les sources de glucides sont la principale nourriture du système nerveux. 2/3 des glucides que tu consommes quotidiennement vont permettre d'alimenter le système nerveux, et je dirais l'autre tiers quasiment va permettre d'alimenter le cerveau, qui gère quand même la concentration, la libido, la production d'hormones, la sécrétion d'insuline, qui gère l'humeur aussi. Si tu ne consommes pas tous ces glucides, c'est toute cette mécanique-là que tu ralentis, et il faut savoir que le cerveau a besoin de 120 grammes de glucose par jour. Donc si on fait le calcul, au final, tous les glucides que tu vas consommer par jour vont quasiment, les 3/4, vont permettre d'alimenter le système nerveux et ton cerveau. Et il faut savoir qu'il faut quand même laisser un petit peu de glucides et de glucose à tes muscles, notamment si tu es sportif. Donc lorsqu'on est en phase d'épuisement, on peut aisément aller au-delà des recommandations qui sont en général à 250 grammes pour une personne de 60 kg, 250 grammes de glucides par jour. Tu peux aisément aller à 300-350 grammes si tu consommes des bonnes sources de glucides, AIG bas, sans gluten de préférence, il n'y aura aucun problème, et justement ça te permettra d'alimenter ton système nerveux et ton cerveau. D'autant plus qu'avoir un apport suffisant de glucides par jour va permettre de prévenir, voire même d'évincer sur le long terme les troubles alimentaires, et je sais que vous êtes très nombreux à en souffrir. D'ailleurs, si tu souffres de troubles alimentaires, ou que si tu souffres de compulsions alimentaires, ou si tout simplement tu n'arrives pas à mettre en place une bonne alimentation et que tu as toujours envie, tu fais toujours des écarts, enfin ce que tu considères comme des écarts, et que tu n'arrives pas à maintenir une bonne base alimentaire sans te sentir frustré, tu peux réserver un coaching avec moi. Comme je te le disais en début de vidéo, j'ai rouvert des places de coaching individuel. 20 places seulement sont disponibles durant tout l'été, donc si tu souhaites avoir un coaching individuel avec moi, tu as juste à remplir un court formulaire que je te mets juste en bas. C'est sans engagement, et si tu vois que je te rappelle, c'est qu'on pourra discuter ensemble de ce coaching ensemble. Très important également de remplacer les sucres raffinés par des sucres naturels. Tu l'as vu, mon approche, ce n'est pas de totalement supprimer les glucides, mais également de ne pas forcément supprimer les sucres rapides. Et les sucres rapides sont intéressants souvent pour les sportifs qui font des sports cardio comme de la
de la natation, du vélo, du tennis, etc. Donc il faut savoir que la plupart des sucres raffinés, contrairement à ce qu'on pense, parce que lorsqu'on parle de sucre raffiné, on va penser au sucre qu'on met dans son café ou dans son thé, mais en fait la plupart des sucres raffinés se trouvent dans les aliments du quotidien. Ça va se retrouver dans les sauces industrielles, dans les soupes, dans les pains industriels également, dans les mueslis, dans les jus de fruits. Ils sont présents partout si tu as l'habitude de consommer des aliments de grande distribution. Donc d'abord il faut savoir les identifier, parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre un muesli sans sucre raffiné et un muesli qui ne contient pas du tout de sucre raffiné? Ça va être ta capacité à les identifier sur une étiquette. Et j'ai réalisé un module entier pour savoir décrypter justement les étiquettes des sucres rapides, des sucres néfastes et des sucres cachés, notamment dans mon programme 21 jours pour décrocher du sucre naturellement. C'est un programme qui est très accessible, très complet si tu souffres d'addiction entre guillemets pour le sucre, que tu as des compulsions constamment pour le sucre. Je te mets le lien de cette formation si jamais ça t'intéresse de la suivre durant l'été. Je te mettrai le lien dans la description bien entendu de cette vidéo juste en bas. Il faut donc revenir à des sources de sucre naturel pour déjà éviter de s'habituer au goût très sucré des sucres raffinés, et tout simplement pour éviter de créer des énormes pics de glycémie, parce que c'est connu, les sirops de maïs, les sirops de fructose, toutes ces choses-là, ces sucres raffinés vont créer d'énormes pics de glycémie et donc aussi beaucoup de fatigue par la suite. Donc les sources de sucre naturel, tu les retrouves dans le miel cru, dans les fruits, dans le sucre de coco, dans le sirop d'érable et également dans le chocolat noir, minimum 70%, donc il y aura un tout petit peu de beurre de cacao et parfois de sucre de canne, de choses comme ça. Donc ça, tu en retrouves également un petit peu, mais l'idéal reste quand même les fruits lorsqu'on souhaite avoir une source naturelle de sucre. Hormis si tu souffres d'un SIBO ou d'un intestin irritable, pour moi, il n'y a pas de raison de se priver des légumes. Tu peux donc apporter un maximum de légumes dans ton alimentation sans avoir peur d'augmenter les calories, parce qu'ils ne contiennent quasiment aucune calorie. Donc des légumes en grosse quantité à chaque repas, notamment des légumes de saison pour avoir une densité nutritionnelle. Plus tu vas prendre et choisir des légumes de saison, plus ils seront riches en nutriments évidemment. Ces légumes vont apporter des fibres, des vitamines hydrosolubles et notamment aussi des antioxydants, au-delà justement d'apporter, parce que souvent je sais que les sportifs vont se dire mais les légumes ça sert pas forcément à grand chose hormis le fait que ça soit peu calorique et que ça te permet d'être rassasié sans devoir consommer énormément de calories, mais c'est vraiment sur la densité nutritionnelle que les légumes sont intéressants. Tu n'as pas besoin de compter tes parts de légumes dans tes assiettes, tu peux aisément mettre 50% de légumes dans chacune des assiettes, puis ensuite tu mets tes protéines et tes lipides et tes glucides. Les légumes font partie des glucides, je le rappelle. Donc tu n'es pas obligé de compter les légumes, tu peux aisément mettre 50%, hormis, je te le disais, si tu as des problèmes au niveau intestinal, où là l'alimentation sera bien sûr à individualiser, et ça encore une fois, on peut en parler en coaching. Oui, aux graisses saturées, mais de bonnes sources. Je vais te dire une chose, il est préférable de consommer une bonne source de graisses saturées comme des œufs bio ou une viande qui va être riche en oméga 3 que le corps va pouvoir utiliser rapidement et que le foie va pouvoir transformer rapidement, plutôt que de consommer par exemple un steak de soja qui va être bourré d'huile hydrogénée et donc de graisses d'acides gras trans qui vont ne pas du tout être reconnus par l'organisme et qui vont être source d'inflammation. Sur une personne saine, il n'y a aucun intérêt à totalement éradiquer les graisses saturées, contrairement à ce qu'on pourrait te faire croire. Tu peux aisément garder un apport entre 10 et 20% de graisse saturée sur un terrain plutôt sain. Et quand je parle d'un terrain sain, c'est notamment un foie qui va être capable de convertir justement cette source de cholestérol et ces bonnes sources d'acides gras saturés, si ton foie est capable de les transformer, va apporter un effet anti-inflammatoire, va apporter une quantité importante de vitamines liposolubles, donc vitamine A, D, K2 et vitamine E. Ça va également diminuer les endotoxines présentes dans le système digestif et les intestins qui sont à l'origine de beaucoup de troubles digestifs, et ça va également permettre de protéger le cœur, contrairement à ce qu'on pourrait te faire croire. On a souvent tendance à diaboliser les graisses saturées en disant que ça va augmenter les maladies cardiaques, mais sur un terrain sain, ça peut avoir l'effet inverse, ça peut justement diminuer l'inflammation et protéger le cœur et donc permettre d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire. Donc tu peux aisément consommer des œufs bio, du beurre au lait cru ou du ghee comme tu veux, de l'huile de coco, de la viande nourrie à l'herbe riche en oméga 3, de la graisse de canard ou de bœuf, du foie de bœuf ou de manière générale les abats qui vont être riches en graisses saturées de bonne qualité, et également du fromage, comme je te le disais tout à l'heure, plutôt du fromage de chèvre ou de brebis bio, si possible de petits producteurs autour de chez toi, c'est encore mieux. Un principe très important, et là ça va répondre à tous les détracteurs qui veulent nous faire croire que le rééquilibrage alimentaire est une forme de régime. Et ben non, dans le rééquilibrage alimentaire, on n'exclut rien. Si tu as envie de manger du chocolat, tu manges du chocolat. Si tu as envie de manger des fritures, tu manges des fritures. Tout est une question de quantité. Forcément, quelqu'un qui va bouffer des donuts tous les jours, si ces donuts représentent 3/4 de son alimentation tous les jours, évidemment que cette personne sera en mauvaise santé. Donc c'est une question de la règle des 80-20 que moi j'applique dans mon approche alimentaire. 80% d'aliments sains,
entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'un aliment sain au final, mais des aliments riches en nutriments, très denses, très nutritifs, riches en fibres, très riches en vitamines, des aliments qui font du bien au corps et qui font aussi du bien à l'esprit, et 20% d'aliments plaisir que tu vas vraiment manger pour le plaisir gustatif. Ça peut être des aliments sains ou pas sains d'ailleurs, évidemment. Il faut savoir que cette règle des 80-20, il est préférable de l'appliquer sans cheat meal, parce que certaines personnes vont justement avoir une alimentation correcte toute la semaine, et le week-end elles vont faire des cheat meals et donc avoir des repas avec des aliments qui vont être plus gras, plus sucrés, plus riches en calories vides. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'intégrer cette règle des 80-20 tous les jours dans ton alimentation, donc 80% d'aliments qui font du bien à ton corps et 20% d'aliments plaisir. Donc ça peut être de prendre un petit dessert qui va être très sucré par exemple, ou ça peut être d'aller prendre un petit peu au chocolat à la boulangerie, ce genre de choses, mais il faut que 80% du reste rentre dans une alimentation saine et rentre dans les conseils que je te partage ici. L'idée, c'est surtout dans la règle des 80% de limiter les aliments qui vont être acidifiants, les farines blanches, les sucres raffinés et les céréales raffinées également, les viandes de basse qualité riches en oméga 6, les chocolats très sucrés, les fritures, l'alcool, le café en excès, toutes ces choses-là qui vont déminéraliser et acidifier l'organisme. C'est surtout ces aliments-là qui doivent faire partie des 20% et pas des 80%. Le 9e principe correspond également à un commentaire que j'avais reçu sous une vidéo où on me demandait qu'est-ce que je pensais de l'alimentation prônée par Irène Grosjean, qui d'ailleurs dont on entend beaucoup moins parler depuis les récents scandales, et qui parlait justement de l'alimentation crudivore. Alors il faut savoir que je suis totalement opposé moi au crudivorisme et au frugivorisme, à ces modes alimentaires très extrêmes, parce que déjà il faut avoir d'énormes ressources minérales pour justement pour tenir ce genre d'alimentation, et il faut également avoir un tempérament assez important en naturopathie pour pouvoir digérer les aliments crus et les fruits en excès. En revanche, je sais qu'il est totalement intéressant de consommer des légumes crus à petite dose, je dirais 15% de ses apports journaliers, et de les consommer plutôt en début de repas. Alors l'intérêt de consommer des légumes crus, c'est que l'on va pouvoir garder certaines vitamines qui vont être détruites à la cuisson, comme la vitamine A, la vitamine C qui est une des plus sensibles, les vitamines B également, très importantes pour le système nerveux, et ça va éviter la dénaturation des protéines, parce que au-delà, il me semble, de 60 ou 70 degrés, on a une dénaturation des protéines, des acides aminés qui constituent les protéines, et là encore une fois, ça va poser un énorme problème. Donc ce que je conseille, c'est quand même d'apporter un petit peu de cru, mais plutôt en début de repas, via des légumes crus ou via des jus de légumes, et justement pour permettre une meilleure digestion et d'éviter de fatiguer la digestion. Donc le mieux, c'est toujours de les consommer au début de ces repas. À savoir qu'on va aussi éviter de consommer ces salades ou ces légumes crus avec des sauces, notamment trop acides, à base de tomates ou à base de vinaigre trop acide, mais sinon ça va inhiber l'amylase salivaire, dont le but est de prédigérer les glucides et les légumes, donc les crudités. Donc attention de ne pas avoir des sauces qui sont trop acides. N'hésite pas à faire des sauces à base de yaourt par exemple, qui seront beaucoup moins acides que des vinaigrettes très acides. Très peu de fruits en hiver, et ça c'est une chose dont on parle peu. Je te renvoie directement vers ma vidéo sur les fruits. Faut-il continuer ou non à manger des fruits, où je répondais à pas mal de questions sur les fruits, donc je te la remettrai dans un coin. Mais rapidement, pour te la faire courte, les fruits contiennent des acides faibles qui doivent être convertis en gaz carbonique et en eau pour être digérés, et cette conversion se fait difficilement, et notamment en hiver, et surtout elle va refroidir le corps. Donc cette conversion se fait beaucoup plus facilement en été qu'en hiver. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les fruits poussent davantage dans les pays chauds, parce que c'est dans ces pays-là qu'on pourra facilement les digérer. Si tu manges des fruits en hiver, cette conversion va mal se faire, et tu risques du coup d'avoir des problèmes pulmonaires ou des problèmes ORL, parce que le corps va tenter d'évacuer ces acides faibles par les voies pulmonaires. Alors il y a certaines personnes qui sont moins sensibles que d'autres aux fruits, ça j'en parle dans ma vidéo, et donc si tu souhaites avoir plus de détails sur ça, je te renvoie directement vers ma vidéo. Je sais que beaucoup de personnes pensent qu'une alimentation saine, c'est une alimentation majoritairement bio, composée de produits biologiques, mais ça c'est vraiment une bêtise pour moi, et j'ai vraiment réduit aussi mes attentes par rapport au bio. Alors évidemment que le bio est une bonne chose, mais cherche d'abord à consommer local, à consommer des aliments de qualité, et surtout des aliments denses en nutriments, bruts, non transformés, avant de chercher à consommer tout bio et de te jeter sur toutes les nouveautés bio que tu vas retrouver dans tes magasins bio comme Biocoop, Naturalia, etc. Surtout que manger bio peut revenir cher, et ça peut donc t'amener à faire des mauvais choix, parce que tu vas acheter bio, donc tu vas acheter plus cher, et derrière tu vas réduire, voire arrêter de consommer d'autres produits sans savoir vraiment si cet aliment bio en vaut la peine, si cet aliment bio vaut la peine de supprimer d'autres aliments de son alimentation. Pour moi, il y a vraiment que certains types d'aliments qui sont pertinents à consommer bio,
donc notamment le soja. Vraiment, le soja consomme le bio parce que sinon c'est une catastrophe sur la santé. Tout ce qui va être les œufs également. Pour moi, il est vraiment évident de consommer des œufs, à part si tu as des poules dans le jardin, mais sinon on consomme que du bio. Les huiles également, c'est très important, sinon les processus de transformation sont extrêmement néfastes pour le produit final. La viande, c'est le même principe. Les amandes qui souvent peuvent venir des États-Unis où elles vont être énormément aspergées de produits en tout genre. Et essaye aussi de faire attention à tous les fruits et légumes qui vont avoir des peaux fines. Par exemple, prendre un avocat qui n'est pas bio, c'est pas bien grave, mais prendre une tomate qui n'est pas bio, ça l'est un peu plus. Et pour terminer, il est important de consommer un maximum d'aliments revitalisants. Je porte une attention toute particulière à la micronutrition. J'aurais pu même en parler en tout début de vidéo quand je te partageais le principe de rééquilibrage alimentaire et de flexitarisme. La micronutrition est aussi fait partie de mon approche également, et je suis convaincu qu'aujourd'hui notre alimentation est de plus en plus dépourvue en vitamines et minéraux, et ça ira toujours dans ce sens-là malheureusement. Donc il faut vraiment augmenter ses apports en aliments reminéralisants. Le fait d'avoir une alimentation revitalisante, ça va déjà permettre d'aider le corps à récupérer plus vite, à nourrir les cellules de l'organisme et notamment des organes, et aussi à apporter de l'énergie. C'est nécessaire à la production d'ATP et donc d'énergie cellulaire. Ça va permettre d'améliorer le sommeil également, d'améliorer l'humeur et également d'alimenter le système nerveux. Donc ces aliments revitalisants, ça va être par exemple les algues, le miel cru, les graines germées, les jus de légumes, l'eau de coco, le pollen ou tous les produits de la ruche de manière générale qui sont des aliments hautement revitalisants. Les épices qui sont très faciles à intégrer dans son alimentation, les petites baies aussi que tu peux ajouter en épices ou dans tes bowls, au petit déjeuner ou au goûter, etc. La levure de bière, l'eau de Quinton qui pour moi est le remède qui est là, vraiment ici, lorsqu'on parle de revitalisation, c'est le complément que vraiment je recommande à toute personne qui vient me voir et qui est totalement en état d'épuisement. Voilà pour te donner un petit peu une idée des aliments revitalisants, et tu en as plein, et vraiment ajoute-les dans ton alimentation. Souvent, ce sont des aliments qui sont très peu caloriques. Au-delà des calories, on s'en fout, mais je veux dire, ça va pas impacter ton repas, même en termes de goût, tout ça. Des choses qui s'ajoutent clairement dans ton alimentation et qui vont par contre avoir un impact certain sur ta santé. Tu n'as plus aucune raison de me dire « Mais Mathieu, qu'est-ce que je dois manger? Quels sont les aliments que je dois manger? Quel est le meilleur mode alimentaire ?» Parce que je ne parle pas de régime, mais le meilleur mode alimentaire que l'on doit mettre en pratique pour être en bonne santé, pour être moins fatigué et pour éviter d'avoir toutes les pathologies modernes que l'on connaît. Je mettrai cette vidéo en épingle de ma chaîne YouTube. Mais si toi aujourd'hui tu te dis « Ok, c'est bien beau tous ces principes, mais la plupart je les applique déjà » et que tu souhaites aller plus en profondeur parce que tu souffres de problèmes de sommeil, de digestion, de fatigue, de stress, etc. et que tu sais que c'est par ton alimentation que tu pourras t'en sortir, je te conseille qu'on en parle ensemble dans un coaching individuel. Mes coachings sont très abordables et en plus, il faut candidater dans tous les cas. Donc je te mets le formulaire juste en bas. Je prends 20 personnes uniquement durant l'été et je pourrai en parler avec toi par email ou par téléphone, et tu verras à ce moment-là si tu as été sélectionné. Je prendrai les problématiques les plus sur lesquelles je suis capable d'apporter mes compétences. Je te rappelle aussi que tu peux souscrire à mon programme offert de rééquilibrage alimentaire. Là, tu peux le suivre en toute autonomie. C'est en bas également. Je te laisse t'abonner à Terra Bien-être. Une nouvelle vidéo arrivera dans quelques jours. À mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo parce que c'est beaucoup de travail aussi d'alimenter cette chaîne et de te faire ce contenu gratuit, bien évidemment. Et puis moi, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, reste au vert.